La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD hebdomadaire qui aimerait bien donner la parole à Evelyne. Parce que c'est le jour, quoi, quand même. Merde, bordel. Coucou les gens, bienvenue au One A Club, le podcast qui va vous parler de bande dessinée. Et pour en parler, je suis accompagné du meilleur du monde. Alors ouais, on est beaucoup de barbus, même si Jérôme a fait l'effort d'essayer d'à peu près se raser. Mais pas totalement quand même. Voilà. C'est plus l'année 2000 ce look. Voilà, bon, mais c'est pas grave. C'est notre archiviste, on lui en voudra pas d'être un peu à rebours sur le temps. Salut Jérôme. Putain, ça y est, ça commence quoi. Salut Guillaume. Salut. Salut Ti. Salut. Et je dis pas salut à Thio, mais quand même un peu, parce qu'il fait toute la technique ce soir et qu'il n'a pas de micro. Non, c'est l'homme fantôme. Voilà, il n'a pas de micro. Et je dis aussi salut à Evelyne, qui fait partie de notre public en live à chaque émission quasiment, et qui ne veut pas parler dans un micro. Et en ce jour d'enregistrement, qui est la journée des droits de la femme, je trouve qu'elle a le droit de parler, mais elle veut pas. Voilà, je veux dire, c'est... Non, mais elle a le droit, elle n'a pas une obligation. Voilà. Un épisode plein de surprises, tellement plein de surprises qu'avant de lancer l'émission, j'avais oublié que je vous en avais réservé, mais ça vous verrez pour plus tard. Dans lequel nous allons parler de Steam Eagle ou Steam Eagle, je sais pas comment on doit dire, de Quelqu'un à qui parler, de Gentle Mind, les tomes 1 et 2 qui forment le diptyque complet, et du tome 3 de Bolshoi Arena, qui n'est pas le dernier. On y reviendra. On enchaînera avec un œil sûr, je sais même plus quel œil sûr on va faire pour commencer. Allez, c'est Guillaume qui va faire les 3 prochains œils sûrs. Ouais, c'est le cyclope. Eh ben, disons la fantastique Miss Maisel. Ok, fantastique Miss Maisel. Fabuleuse. Et je Autant pour valide. Marvelous. C'est Marvelous. Voilà. Et je crois qu'on peut tout de suite attaquer. Steam Eagle, une bande dessinée de Marc Moreno qui est sortie chez Snorgle Éditions pour 25 €. Et c'est Jérôme qui va nous en parler. Steam Eagle. My girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? Alors, Marc Moreno, il s'est fait connaître par une série en 6 tomes qui s'appelle Le Régulateur, qui est sortie il y a quelques années déjà, et pour ses décors très steampunk. Donc, il est connu pour ça, il adore le steampunk, il vit par le steampunk, il vit pour le steampunk. Il s'est un petit peu fait attendre après la fin du 6e album du Régulateur pour sortir autre chose, pour sortir un autre album. Et en fait, son projet, c'était de trouver une maison d'édition, finalement, qu'il n'a pas trouvée, puisqu'il a publié en crowdfunding le premier tome d'un nouvel album, donc, qui s'appelle Steam Eagle. Finalement, il s'est associé avec une petite maison d'édition marseillaise qui s'appelle Snorgle Édition. Pour ceux qui connaissent Marseille, c'est aussi le nom d'une librairie de Marseille qui s'appelle l'Antre du Snorgle. Et en fait, c'est le patron de cette librairie qui a monté une petite boîte d'édition. Donc, voilà. Donc, ceci expliquant que même s'il est paru en crowdfunding, vous pourrez le trouver dans votre librairie préférée. Donc, Steam Eagle, donc, vous l'aurez compris, on reste dans un univers steampunk, c'est là où Marc Moreno est le meilleur de toute façon, et on est sur un univers très fouillé, avec des décors extrêmement sophistiqués. Véritablement, les amateurs de steampunk vont s'éclater. Alors, en 2 mots, un couple deux inspectrices d'une unité spéciale, les Steam Eagle, sont appelées sur une scène de crime absolument horrible avec 3 morts déchiquetés, comme avec des membres arrachés, etc., comme attaqués par des animaux. Un petit peu à la Edgar Allan Poe avec double assassinat dans la rue Morgue. Donc voilà, quelque chose d'un peu inexplicable. Et quand c'est inexplicable, on fait appel aux Steam Eagle. Elles vont enquêter, elles vont sillonner la ville, une ville tentaculaire, avec aucune végétation, donc vraiment dans le plus pur style steampunk. Avec des costumes mêlant à la fois un rétrofuturisme et à la fois une Angleterre victorienne. Bref, on est
encore une fois, dans le steampunk le plus classique. Ce qui est très intéressant vraiment dans cet album, ce sont les décors. L'histoire est assez classique, avec parfois même certaines facilités. On va avoir une des inspectrices qui va se mettre en couple avec une nana et on a droit à quelques scènes de nu un peu gratuites, très clairement. J'en ai parlé avec Marc Moreno que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il s'en défend. Très honnêtement, non, c'est un peu gratuit. C'est même clairement gratuit. Mais en même temps, c'est du fan club. Hein, donc mais non. Voilà. Si. Fan service. C'est du fan service, absolument. Merci Guillaume. Et c'est vrai que la fin, on la voit un petit peu arriver. Donc voilà. Mais ceci étant dit, la mise en couleur est agréable. Il faut aimer quand même les mises en couleur chargées et les décors chargés. Si vous êtes adepte d'une certaine sobriété, ne regardez pas du côté de Steamigal. Le rythme est correct. Certaines scènes d'action sont complètement irréalistes. Ça, pareil, j'en ai parlé avec Marc Moreno aussi. Il s'en fout et il assume. Pour lui, une scène de combat n'a absolument pas à être réaliste. Donc il y a des discours pendant la scène de combat. On est un petit peu sur du Peter Parker qui arrête pas de parler en combattant. Là, c'est pareil. Les filles arrêtent pas de parler en combattant. Elles prennent jamais de respiration. Bon, c'est pas très grave. Ça permet de faire avancer le scénario. Mais voilà, on est sur une ambiance, surtout sur un livre d'ambiance. Si vous êtes amateur de steampunk, franchement, ça va vous plaire, allez-y. Si vous êtes amateur de séries très fouillées, attendez le tome 2 pour voir, pour juger. Il nous a fait une Thierry. Ouais, non, c'était pas trop mal. Ça Non, va. Et on on a eu pire, on a eu mieux. Mais... moi, je t'avoue que le côté un peu racoleur, quand même, je pense qu'il s'en défend, mais je pense qu'il s'est fait plaisir. Parce que certains des plans, là j'en ai montré pendant que tu parlais, où il y a juste la fille qui est prise en contre-plongée, les fesses à l'air avec le camelto, tu sais pas d'où ça sort et quel est l'intérêt. Il y a des scènes, moi, qui m'ont... Ça s'appelle un exercice de style. Oui. Il y a des scènes qui m'ont semblé un petit peu bizarres, genre d'un coup... Il y a une pleine planche où il faut 4 cases pour que la fille, elle va décrocher un téléphone. On est d'accord. Elle saute, il y a le téléphone qui sonne, tu la vois, il y a son regard sur elle, tadam, là elle saute, elle fait presque un saut périlleux, mais tu la vois qu'atterrit, elle fait une pause à la Black Widow quand elle atterrit, et elle décroche le téléphone et fait « Allô ?» Là tu fais, voilà, il se fait plaisir, ce qui n'est pas forcément un reproche, tu as le droit de te faire plaisir, on va avoir envie de dessiner des jolies filles. Maintenant, faut assumer un peu, je pense aussi. Scénaristiquement... Oui, on est dans quelque chose de très standard, très classique. Moi, mon vrai regret que j'ai vis-à-vis du scénar, c'est qu'en fait, l'intro te casse toute l'enquête. Tu lis l'intro, t'as plus besoin de toute l'enquête derrière, parce que tout est expliqué dans l'intro, tu devines tout de suite. C'est mystérieux, non, c'est des loups-garous, créatures-garous qui débarquent, et très très vite, tu devines où il veut en venir et ce qu'il va raconter, je trouve. Et c'est un peu dommage, parce qu'il aurait été moins démonstratif dans son intro, plus dans l'ambiance, plus, tu vois, quelque chose un peu plus dans l'ambiance. Il aurait pu continuer à en faire des tonnes sur la suite, etc., parce qu'il était dans l'enquête, tout ce que tu veux, machin chose, avec des coïncidences un petit peu parfois énormes, mais c'est pas grave. C'est ce côté un peu pulp qui fonctionne bien, tu vois. Bah, je trouve qu'il aurait réussi à maintenir mon attention. Je parle de la mienne, après, chacun ses goûts aussi, hein, parce qu'il y aurait eu un mystère au niveau de l'enquête. Là, les premières planches, tu vois bien qu'il y a des sortes de loups-garous, d'animaux-garous, tout est montré, en fait. Et c'est un petit peu dommage vis-à-vis de l'intérêt scénaristique. Ça aurait pas... Je pense pas que ça aurait fait de cette BD une BD exceptionnelle, etc. Mais je serais rentré dedans et j'aurais pris plus de plaisir. Où là, ouais, bon, ça va, je vois à peu près où tu vas en venir. Pour finir sur la fille à poil tentaculaire. Voilà. Et je trouve que c'est un peu dommage. C'est un vaste programme, les tentacules. Hein. Ah, les tentacules, voilà. Faut vraiment qu'on fasse l'émission hentai. Comment veux-tu que... Voilà. Enfin, et voilà, c'est le reproche. Elle était gratuite. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur un peu Alors, cette série ? oui, je vais aller dans votre sens aussi. Pour revenir sur le côté du fanservice, étant un grand lecteur de manga et notamment de shonen, le fanservice en soi ne me gêne pas, sauf quand il n'apporte rien ou et particulièrement quand il commence à abîmer les personnages. Là, je trouve qu'il est à la limite de dénigrer, de décrédibiliser ces personnages.
Donc du coup, ça c'est un truc que j'ai trouvé un peu dommage. Après, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé lire ce bouquin, mais j'ai quand même une furieuse sensation de mince, il manque quelque chose. Je trouve que l'essai n'a pas été transformé. Parce que j'ai l'impression qu'il manque des choses au niveau du dessin, que c'est pas complètement complet, que les couleurs fonctionnent, mais c'est pas complètement complet. C'est super étrange cette sensation. J'ai eu la sensation tout du long de ouais, c'est chouette, mais putain, il manque ça. Et puis alors il manque ça aussi. Et puis ça va pas. Et puis c'est assez frustrant en fait parce que en gros. Il manquait pas grand chose. Alors après, je dis ça, j'écris pas, je dessine pas et je colorise pas. Hein. Donc peut-être que le pas grand chose pour moi, en fait, c'est plus que ce que j'imagine. Tu l'ouvres ta gueule, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, et c'est comme les bonbons Lavoisienne. Hein. C'est Oui, McCain. voilà. Et du coup, je trouve ça dommage. C'est un côté un peu frustrant parce qu'il manquait pas grand chose à mon avis pour faire un truc vraiment chouette. Et là, c'est juste ouais, pas mal. Ok, eh bien nous allons pouvoir passer, je pense, à l'album suivant, à moins que tu aies quelque chose à ajouter de pertinent. Non, je pense que pour rejoindre et compléter ce que disait Guillaume, c'est que c'est peut-être là qu'un directeur de collection ou un éditeur un peu plus chevronné va peut-être apporter sa patte pour venir aiguiller ou venir dire bah, attention là il faudrait ci, là il faudrait là, etc. Clairement là t'as pas d'éditeur puisqu'il l'a publié en crowdfunding. Oui. C'est pour ça. Donc voilà, après derrière il n'y a pas de directeur de collection, il n'y a rien, il s'est fait plaisir, il a fait ce qu'il a voulu. Toute proportion gardée et toute comparaison évidemment critiquable, mais pour l'avoir ressenti comme ça, moi je fais un peu une comparaison avec UCC Dolores. Très clairement, au premier album, j'ai eu exactement le même sentiment. Mais c'est un univers qui s'est étoffé, qui a un peu pris d'épaisseur avec les albums suivants. J'espère que Marc il va arriver à donner un peu d'épaisseur à son univers. Ouais, parce que pareil, je passais un bon moment, hein, donc avec quelques ajustements et un petit peu plus de profondeur, effectivement, il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Ok, on passe à la suite. Tais-toi Thierry, c'est à toi de parler. C'est à toi de parler de quelqu'un qui parlait, de Grégory Panachion d'après Cyril Massarotto chez Le Lombard pour 23,50 €. Mais qu'est-ce que c'est donc que quelqu'un qui parlait? Si tu comptes nous faire des blagues comme ça toute la soirée? Toute la soirée. Ah ouais, d'accord. Écoute, voilà, donc quelqu'un à qui parler, c'est comme l'indique le titre, quelqu'un à qui parler. Merci suivre... Thierry, c'était très sympathique. Tu veux quelque chose de synthétique? T'as même pas eu le temps de lancer le chrono, tiens. Donc on va suivre Samuel Verdi, qui a 35 ans, qui a un look moyen, qui est un garçon moyen, qui a une vie sociale même pas moyenne, vraiment. Carrément bof. Hein. Et donc il a 35 ans, c'est le soir de ses 35 ans, et pour oublier sa vie même pas moyenne, il va faire une non-fête chez lui, et il boit. Voilà, on est bien, hein, c'est sympa. Il appelle son ex comme tous les ans. Oui. Et voilà, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il est seul, alors voilà, en plus il a ruiné son téléphone portable, donc il avait espéré pouvoir appeler son ex, même pas, c'est vraiment nul, parce qu'il a sabré son champagne vraiment comme un gougnafier, et voilà. Donc, en plus, Non, mais il appelle son ex pourtant, enfin la première fois. Ouais, et puis il se fait virer, quoi. Oui, Parce qu'elle en a ras-le-bol. Comme tous les Et ans. donc, comme tous les ans. Et donc ce soir, un peu plus particulièrement, il sait que il faudrait qu'il parle à quelqu'un quand même, parce que c'est vraiment triste. Et le seul numéro de téléphone qu'il mémorise, qu'il connaît par cœur, parce que justement, comme il a plus son téléphone portable, il a plus les autres numéros, c'est le sien. Donc il s'appelle. Et la surprise, ça décroche. Et il a quelqu'un au bout du fil. Il a un petit Samuel, un petit garçon qui a 10 ans. Et mais c'est pas possible, il a trop picolé, c'est n'importe quoi. Et bon, bref, il estime qu'il hallucine, machin, c'est pas possible. Bon, bref, les choses se passent. Le lendemain, un peu plus sobre, il tente quand même de rappeler le numéro, et effectivement, il tombe sur le petit garçon, sur le petit Samuel, et ils discutent comme deux potes. Le grand Samuel, le petit Samuel, ils se racontent un peu leur life. Et puis, au gré des différents échanges, l'enfant va un petit peu lui renvoyer la balle à ses rêves d'enfant. Parce que c'est bien le petit Samuel et le grand Samuel qui parlent. Et donc, alors que quand il était petit, il rêvait d'être footballeur, d'avoir une carrière à la JPP, non. Là, il a une carrière avec un job bof, comme sa vie, comme le reste de sa vie. Tu sais que les moins de 40 ans, JPP, ça leur parle pas. Mais justement, ça permettra de faire une petite recherche. C'est pas Pépin le Bref. C'est j'en peux plus. C'est j'en peux plus. C'est un peu l'idée. Et donc, le grand Samuel avoue au petit Samuel ce qu'il est finalement devenu. Et bon, le petit Samuel, il est pas content, quoi. Ça lui pète un peu ses rêves de gamin, donc il secoue un peu les puces du grand Samuel.
Et au fil des jours, voilà, le grand Samuel, il essaye. Parce que il a une collègue de boulot qui l'intéresse. Il se prend un petit peu en main, il essaye. Et donc, il rouvre des cahiers d'écriture. Parce que quand il était gosse, il écrivait quand même. Et voilà. Donc, il se relance dans cette espèce d'énergie de l'enfance. Où est-ce que ça va aller? Où est-ce que ça va pas aller? Est-ce que ça va lui sourire? Où est-ce que ça ne va pas lui sourire? Ça, c'est la suite de l'histoire qui vous le dira. Donc au niveau du scénario, on est sur l'enfant que j'étais n'aime pas l'adulte que je suis devenu. On est clairement sur ce type de pitch. Ça résume assez bien l'histoire. Grégory Panaccione, qui est aux manettes de cette BD pour le scénario, le dessin, la couleur, presque tout, même le timbrage. Il adapte un roman de Cyril Massarotto, qui était paru en 2017. Et donc l'auteur, là, il est à l'origine de plusieurs BD, dont certains bouquins muets, on en parlait tout à l'heure. C'est un peu sa spécialité. Un d'amour, Un été sans maman, etc. Donc il est dans cette idée de communication. Et dans l'adaptation, encore une fois, il essaie de faire vibrer la corde sensible liée à l'enfance, à l'influence du passé sur comment est-ce qu'on se construit en tant qu'adulte, etc. Il essaye de trouver les mots justes pour mêler humour et émotion. Donc au travers de ces deux personnages qui se répondent en ping-pong, on dresse un bilan de sa vie, on pointe un peu les rêves abandonnés, les rêves oubliés, et il y a du passé, il y a du présent, mais on essaye surtout de se créer un futur et d'essayer d'être le moins déçu possible dans tout ça. On devine à travers ce regard d'enfant les déceptions, sans filtre. Et il y a quand même quelque chose de positif dans tout ça, ce qui est intéressant. Comme le dessin, d'ailleurs, qui reste assez positif malgré tout. C'est maîtrisé, c'est très intéressant. Ça fonctionne très bien. Une lecture qui pose des questions. Une lecture qui nous interroge sur notre passé, sur ce que l'on pourrait devenir si on évitait de regarder en arrière, mais peut-être un peu plus vers l'avant. Eh bien, nous allons demander son avis à Guillaume. Gros coup de cœur, voilà. J'ai beaucoup aimé ce bouquin parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui, dans 99% des cas, me touche. Quoi, la téléphonie avec Phil ? Non, l'enfance, parler à l'enfant qu'on a été, qu'est-ce qu'on est devenu, les rêves, avancer, essayer d'avoir un regard optimiste sur le futur, tout ça, c'est des sujets qui me plaisent et qui me font vibrer. Donc, forcément, ce bouquin était fait pour moi. Et je trouve qu'il fait ça avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de justesse. De justesse, voilà. J'avais un autre mot, mais je vais pas le dire parce que l'autre va me sortir des cochoncetés. Et du coup, voilà. Sois en confiance, tu es avec nous. Justement. Et donc, voilà, pour moi, c'est au niveau du dessin, on est bien, même dans le dessin, en fait, on évolue dans la façon dont il présente le personnage, dont il dessine, où les couleurs sont un peu plus vives au fur et à mesure, un peu plus chaudes aussi. Son personnage grandit grâce à lui-même et c'est très marrant parce que donc il se renvoie la balle, l'adulte qu'il est donne des conseils aux jeunes pour ne pas répéter les erreurs qu'il a faites et le jeune lui dit mais allez espèce de vieux con, bouge-toi le cul et avance quoi. Et je trouve que c'est super bien fait, j'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. On s'avance vers une sorte de tragédie, mais Jérôme l'a pas lu. Et non, malheureusement. Mais je vais vous dire, vous l'avez bien vendu et franchement, vous ne repartirez pas avec, car il sera dans mon sac à la sortie. Si. Non. Evelyne, tu parles pas. C'est la journée des droits de la femme aujourd'hui. Ta gueule. Donc, attendez. Aujourd'hui, tu as le droit de te taire. Je vous avais pas encore entendu. Vous savez que je suis sans aucune vergogne. Grégory Panaccione est quelqu'un que je suis. Comment tu dis en Corse ? Panaccione. Donc Grégory Panaccione est quelqu'un que je suis parce qu'il a un talent de conteur pour avoir beaucoup travaillé sur le muet, ce qui en fait quelque chose qui est un exercice très difficile en bande dessinée. Il a fait des superbes albums là-dessus. Et là, il part sur quelque chose de très bavard. Et donc, quelque part, tu te dis, on l'attend au tournant, le mec, il va peut-être un peu foirer son coup. Et il part quelque chose de très bavard, mais il le traite... Il y a un travail graphique, ne serait-ce que ça, quand il part dans ses idées intérieures, que le dessin explose, qu'il part sur des pleines pages de dialogue avec son lui enfant. Parce que voilà, je trouve que vous n'avez pas assez accentué sur ce côté graphique, mais qui est impressionnant en fait, où il a un style
très exagérés. Je veux dire, on n'est pas dans la micro-expression. Le mec qui fait des expressions mais qui sont toujours dans la justesse et on arrive à se reconnaître dans le personnage, à être à fond avec, quoi, à penser. C'est des choses qu'on a pensé un moment ou un autre. Ouais, non, moi je peux que valider un coup de cœur sur ce truc-là. Ce bouquin est vraiment quelque chose de magnifique. Voilà, il y a des passages totalement exagérés dans la caricature. Voilà, le champagne, là, non, c'est juste la planche champagne, elle est fantastique, quoi. Où le trait est super exagéré, encore plus que son trait habituel dans le reste de l'album, qui se veut plus poser. Et puis on voit ce côté du personnage qui a des maladresses, parce qu'il veut bien faire. Ces techniques de drague sont si pourries que les miennes. Ça s'appelle pas de technique, ça. À ce niveau-là, c'est pas une technique. Voilà, hein. c'est exactement. Voilà, je me reconnais beaucoup dans le personnage. C'est de l'art. Je me reconnais beaucoup dans le personnage, c'est exactement ça. Il n'y a rien de technique. Hein. Bref, voilà. Non, franchement, C'est du un Pollock, excellent album. Donc, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que quelqu'un à qui parler de Gregory Panachione, basé sur un scénario de Grégory Cyril Panachione. Massardo, mérite un coup de cœur. J'ai ma tablette qui ne veut pas se débloquer pour me dire que c'est chez Le Lombard pour 23,50 €, soit moins d'€1 la planche, ce qui est franchement... J'ai pas donné le nombre de pages, hein, c'est exceptionnel dans une de mes chroniques, hein, j'avais plus le temps. Voilà. Et on peut passer 256. maintenant aux choses vraiment intéressantes. Des choses vraiment intéressantes, ce sont nos tipeurs. Parce que ce sont eux qui sont intéressants. Ce sont les gens qui nous soutiennent sur Tipeee en nous donnant un petit peu d'argent à chaque publication, en se posant un petit maximum par mois. Parce qu'il ne faut pas abuser, parce que là, en ce moment, on est devenu hebdo, donc on publie un peu toutes les semaines. On arrive à s'y tenir, je suis assez fier de nous à ce niveau-là. Evelyne est en train d'essayer de piquer l'album sous les yeux de Jérôme. Non, elle l'a pas essayé, elle l'a fait. Voilà, très très violemment. Et donc, je voulais remercier Matt Deka, Chevon, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob. Merci pour votre soutien. Merci à Stéphane aussi. On l'a vu, Azertov dit qu'on l'a vu dans le champ. Et voilà, et tu es passé à la caméra. Donc, et merci donc à Stéphane, qui est un autre Stéphane, il me semble, qui lui nous fait des dons directs sur PayPal, comme ça, tous les mois. Stéphane, c'est un autre Stéphane. Ouais, il y a deux Stéphane. On a beaucoup de Stéphane. Les Stéphane nous aiment. Voilà. D'accord. Voilà. Bref, n'hésitez pas à nous soutenir, à parler de nous. Ça nous fait toujours plaisir. Surtout si vous vous appelez Stéphane. Voilà. Voilà. Je sais que beaucoup d'auteurs. On prend les Stéphanie aussi ou... Pardon, voilà. Bref, On en parle après. Non, on peut pas comme passer ça. à la prochaine chronique, messieurs. You know me. Pilou. La prochaine chronique, c'est Gentle Mind, un diptyque qui a été scénarisé par Juan Diaz Canares et Teresa Valero et qui est dessiné par Antonio Lapone. Il n'y a pas des accents à mettre partout, en fait. Chez Ça, c'est Dargo moi. à 19 €. C'est Canales. Ouais. Ça, c'est 19 € l'album, puisque là on parle de deux albums. d'un Oui, diptyque. l'album, oui. Alors, Gentle Mind, c'est quoi ? C'est une chronique. C'est une chronique d'une époque, j'ai envie de dire, d'une aventure. On va suivre Navit, qui est donc une charmante jeune femme, une jeune artiste qui pose notamment nue pour des dessinateurs ou autre. Ah oui, et puis en plus elle est vachement bien gaulée. Hein. Mais Carrément. bref. Et elle est souvent dessinée par son petit ami Arch Parker, qui essaye tant bien que mal de dégoter un boulot dans un magazine pour arriver à subvenir à leurs besoins, pour qu'elle n'ait plus justement à vendre son corps, qui est juste utilisé pour les dessins, hein, parce qu'elle va pas plus loin. Et donc, ben voilà, il se trouve que le patron du magazine Gentle Mind, qui est un magazine pour les hommes, par des hommes pour les hommes, donc qui utilise notamment des illustrations de Arch Parker pour ses couvertures, et ben s'entiche de la charmante Navit. Et bah, de cette histoire va naître toute l'aventure, toute la chronique de ces deux BD. Ça va commencer par éloigner Arch et Navit. Navit va se rapprocher un peu plus du patron. Le patron va décéder, va carrément lui laisser et lui léguer le magazine. Et là, on va suivre ce bout de bonne femme qui devient carrément une sacrée madame pour faire vivre ce magazine et le transformer et le réinventer. Et donc c'est très difficile à pitcher, je trouve. C'est vraiment une belle aventure, c'est ça, mais au sens premier du terme, j'ai envie de dire.
on va suivre tout un tas de situations incroyables et improbables, des idées complètement farfelues qui vont devenir des choses, des solutions hyper importantes, d'autres qui vont complètement tomber dans l'eau, et donc le destin de cette femme et de son petit ami Arch Parker, qui ont finalement ne plus que se croiser tout au long de leur vie. Donc ça, voilà, un côté chronique social aussi pour le coup. Ça permettre ça montre comment était perçue la femme à l'époque. C'est vraiment tout un tas de choses en même temps. Et après, donc un scénario bien ficelé, bien raconté. Et puis après, alors c'est le genre de dessin qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est un dessin qui pour le coup, moi, me parle beaucoup. J'aime énormément ce que fait donc Lapone, on va le dire comme ça. Je pense que tu peux dire Lapone. Ouais, Lapone. Antonio Lapone, je pense que ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bref, en tout cas, ça fonctionne pour moi très très bien. Et je pense que c'est un diptyque qui vaut carrément le coup d'œil. Donc, si vous le voyez passer, surtout arrêtez-vous et feuilletez-le et puis lisez-le. Jérôme. Graphiquement, il est magnifique. Moi, j'aime aussi beaucoup ce type de dessin. On a un vrai univers graphique, très personnel, assez épuré, un peu taillé à la serpe par moment, mais c'est volontaire. Et pourquoi c'est TikTok alors qu'il a fini ? Couper le... Ah, merci. Donc un peu taillé à la serpe. C'est la technique, il a pas l'habitude. Non, mais là, il est en pause. Là, on n'a pas vu ce que tu avais fait dans la caméra. Non, il n'est pas à la caméra. Donc un peu taillé à la serpe, mais c'est volontaire, avec des décors parfois minimalistes, mais c'est aussi volontaire. Alors pourquoi c'est volontaire ? Parce que finalement on se retrouve un petit peu dans un univers graphique qui rappelle les dessins de mode. Et les dessins de mode surtout comme on faisait dans les années 50. Donc très épuré, avec beaucoup d'angles droits, voilà, tiré à la plume, comme on peut voir dans des expositions de Chanel ou d'autres grands couturiers. J'allais dire stylistes, mais tu as raison, couturiers. Donc ça fonctionne très très bien. L'histoire de la fille de Navit est très intéressant. Après, moi j'aurais aimé savoir si on a une transposition dans l'histoire vraie, si on a une transposition par rapport à un magazine qui a vraiment existé, qui a été repris par une femme, qui l'a développé comme ça, ou si l'histoire est inventée de A à Z. J'ai l'impression que l'histoire est inventée de A à Z, mais ça a un air tellement de vérité qu'on a envie, en fait, que ce soit inspiré d'une histoire vraie, en fait, clairement. Voilà, et puis on la suit sur une longue période, donc, et ça se termine en 2 tomes. Il faut quand même le préciser, c'est une histoire qui se clôt, ce qui est aussi très intéressant, et qui se clôt de façon bien. Enfin, je veux dire, on n'est pas en eau de boudin à la fin. Voilà ce que j'avais à en dire. Perso, c'est un grand coup de cœur. J'ai passé un excellent moment sur les 2 tomes. Peut-être un petit peu plus sur le premier que sur le deuxième, mais ça reste très très bon sur les 2. Je suis tombé totalement amoureux du dessin, mais en même temps, j'étais tombé amoureux de la fleur de l'atelier de Mondrian, du même dessinateur, donc c'est complètement cohérent. Il a un trait, il a un style, il a quelque chose, et je trouve que ça colle divinement bien au style des années 50. Comme l'a évoqué Jérôme, on suit sur plusieurs décennies l'évolution de cette femme, de ses relations amoureuses, avec Arch Parker, mais aussi avec au moins un autre homme dans sa vie. On va aussi suivre tout un tas de figures féminines. Ça reste un album féministe. Pour aujourd'hui, c'est la bonne date, on va dire. C'est l'émancipation de la femme. Elle a tout le temps, c'est un cadeau empoisonné au départ, mais elle a tout le temps voulu mettre à flot et conserver ce magazine et en faire quelque chose qui était pour elle un moyen de véhiculer des idées autres que machistes dans une société qui l'était, dans un métier qui l'était, dans un environnement de travail qui l'était. Et donc elle a dépensé tout le reste de son legs de son ex-amoureux, en tout cas au moins l'homme était amoureux d'elle, à défaut qu'elle soit amoureuse de lui, pour pouvoir sauver Gentle Mind.
avec, on suit également l'évolution économique de tout ça, on suit énormément l'évolution politique également, ça reste un média, donc on a les informations politiques qui apparaissent dans les kiosques à journaux. La liberté de ton du dessin permet aussi ça, c'est-à-dire que tu parlais d'affiches, donc on a effectivement des affiches pleine page, mais on a aussi des affiches d'autres magazines de l'époque, eux en l'occurrence qui sont vrais, comme Esquire par exemple, qui était l'un des grands magazines de l'époque. Ou un peu plus tard, on a Playboy aussi. Et plus tard, on a la rencontre avec Playboy dans le 2e tome. Donc on est dans, comme tu le disais, on navigue en eau trouble entre la vérité et la fiction, et effectivement on aimerait que ce soit vrai, tellement l'histoire est belle, tellement le dévouement à ce magazine de cette femme, qui en vient même à changer de nom parce qu'elle est d'origine juive, en post-seconde guerre mondiale, ça pouvait un petit peu poser problème pour certaines personnes. Elle renie sa religion, elle renie sa famille, mais pour s'émanciper, pas que simplement pour pouvoir avoir droit à la parole. Elle renie un petit peu son amour pour pouvoir conserver ce journal. Elle sacrifie tout à ce journal, à ce magazine. Et voilà, c'est une histoire absolument complète. Il y a de la politique, il y a de l'économie, il y a de l'amour, il y a plein de choses. Je trouve que c'est une réussite totale en 2 tomes. Juste un truc. Vas-y. Tu l'as lu ? Tu veux j'allais Il allait embrayer. parler sur un reproche que je ferais, et ce qui est dommage en fait, c'est que je trouve que le choix éditorial n'est pas le bon pour cette histoire. Et là, je pense que les planches sont trop riches. Il y a trop de cases. Il y a trop de choses dans les planches. On arrive sur des cases où il peut y avoir une quinzaine, une vingtaine de cases qui sont toutes serrées, écrasées les unes autour des autres. Et je trouve que pour une saga comme celle-là, ça aurait mérité un format un petit peu plus petit, avec des planches plus aérées et plus de pages. Ah, mais je vais te dire le contraire. Pour moi, le fouillis dans les cases intervient lorsqu'on est dans le milieu de travail principalement, c'est-à-dire qu'on est dans cette effervescence du milieu de l'édition et du milieu du journalisme. Il faut imaginer une salle de presse, il faut imaginer une salle de rédaction. On n'est pas dans les petits bureaux tranquillou aux impôts, rue de l'Est, avenue de la Cible à Aix-en-Provence. Oui, excusez-moi. On est dans une rédaction de journal. Ça bouge dans tous les sens. Il pleure pour écrire, il pleure pour récupérer les photos, il pleure pour avoir des ronds, il pleure pour être diffusé. Enfin, tout le monde est à 400% pour ce magazine. Donc oui, il y a de l'effervescence dans le dessin, il y a de l'effervescence dans la mise en page. Là, moi, je trouve que ça crée une lourdeur et c'est dommage par rapport au trait de la pomme. Mais on pouvait rester sur un même format, mais en 3 tomes peut-être alors. Oui, pour que ce soit un peu plus aéré. Oui, ou même format, etc. Après, je parle d'un point de vue économique. Parce que un tome de 500 pages. Les pleines pages, les pleines pages sur un format plus petit, ça aurait été dommage. Oui, parce que les pleines pages sont magnifiques, je suis d'accord. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a plein de planches avec et pas forcément des scènes d'action, des scènes de dialogue où il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de cases où c'est très bavard en fait. Moi j'irais dans le sens de Thierry là-dessus. Pour moi justement ça sert l'histoire, ça amène le côté effervescent et où justement t'as 12 milliards d'informations à comprendre, à gérer, à traiter. Battons-nous. Si tu veux, avec plaisir, j'ai besoin de me défouler. C'est ça, il n'y a pas battle en fait, on a raison. Donc ruez-vous chez votre libraire. Ruez-vous chez Guillaume, il vous le vendra avec plaisir. Complètement. Juste un truc, parce qu'un petit clin d'œil quand même, on vient de parler juste avant d'un homme qui ne savait pas emballer une femme, qui ne savait pas parler une femme. On a quand même dans le tome 1 une scène magnifique d'amour et de déclaration d'amour qui est bouleversante. Arche, donc le dessinateur dont elle va s'éloigner, vous l'avez bien compris, petit à petit, mais c'est la vie qui va les éloigner, et là au début ils sont extrêmement amoureux, extrêmement fusionnels, et il la dessine en fait dans le noir, en fait dans leur appartement, et il fait nuit, et il y a très très peu de lumière. On imagine qu'il doit peut-être y avoir un peu d'éclairage dans la rue, mais il n'y a pas de lumière à l'intérieur de l'appartement, et elle lui dit mais comment peux-tu me dessiner dans le noir, Arche ? Et il lui répond je ne suis pas dans le noir, je suis illuminé. En la dessinant. Pleine page et pas chose envahissante comme les autres. Oui, mais c'est magnifique. Deux pleines pages qui suivent. Et ça rappelle quelques pages après exactement la même scène, mais au moment où ils se sont éloignés, et elle va se tourner vers lui et lui dit tu ne me dessines plus, Arche. Mais non, il fait noir. On a c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Et on a une ellipse avec cette petite historiette dont tu parles, parce qu'on a une ellipse puisqu'à la fin ça revient. Gentleman, donc de Juan Diaz-Canales et Teresa Valero au scénario, Antonio Lapone au dessin, chez Dargaud pour 19€ le tome 1.
Bon, on Très n'a joli pas parlé diptyque. du coup de Tom. Bah, du coup de non, mais cœur, je crois je que- vous l'annonce, il y est. Du Ah, coup de non, Tom non, non, Il j'annonce y que en malheureusement, a qui le mettent pas, on mais n'irait je pas vous le dis, il y est. Mais Non, mais je vous le dis, il y est. c'est ton cœur. Non, mais je vous Tu en dis, fais ce que tu veux. Hein, Guillaume, il y est. Oh oui. Nous allons parler de Bolshoi Arena, le tome 3. Au scénario, c'est Boulet. Au dessin, c'est Hossein. À la couleur, Hossein est assisté par Johan Guillet. Nous sommes dans le futur et on va inventer mieux qu'Internet. Le Bolshoi. C'est un univers virtuel où tous les voyages, toutes les aventures sont possibles à travers l'univers. On a suivi jusqu'ici Marge, qui est passé de noob à phénomène. Quand on se trouve être la première personne coincée dans un monde virtuel, notre influence extérieure prend du grade, et ça rend l'intimité un petit peu compliquée, et surtout le rôle politique un peu trop important pour ce personnage. Surtout que, suite aux actions de Marge, aussi bien dans le monde réel que dans le Bolshoi, les deux sont en crise majeure. Le monde réel, c'est l'apocalypse financière. Le Bolshoi, c'est le chaos total. Il y a eu des lags, des bugs, etc. C'est la merde. Marge découvre une nouvelle planète que le Bolshoi semble avoir inventée. On ne sait pas d'où ça sort. Et on pourrait se dire que c'est une solution, mais ça ressemble à un nouveau problème, parce qu'en gros, tout le monde veut réussir à aller vers ce nouvel Éden, ce nouvel endroit qui serait de nouvelles ressources, de nouvelles puissances, aussi bien dans le monde, dans les politiciens qui ont une influence avec le Bolshoi, qui est une forme de réalité alternative, entre guillemets. Marge parviendra-t-elle à protéger ce nouveau monde de l'intérêt du monde entier? C'est un peu toute la problématique de ce tome. Au dessin, c'est Hossein qui s'y colle, assisté à la couleur par Johan Guillet. Il poursuit un travail dans une mouvance très manga, avec un soupçon de Danny pour les connaisseurs. Sur les personnages. Enfin, moi, ça m'a... Voilà. Un travail de design. Tu te souviens pas de Dan et Danny? Dan et Danny. J'ai cru que Ouais, tu parlais d'un dessinateur. Non, Dan et Danny. J'avoue, j'ai pas. Toujours pas. J'ai pas. Ah là là. Comment ça s'appelle il y avait un nom anglais qui était super drôle. Avec Père ou je sais pas quoi. Dirty Père. Ça te dit rien, Dirty Père? Putain, on est... Bon. Ben non. Là, tu les vois, il y a un air, t'es d'accord? Ouais, complètement. Bon, bref, voilà, c'est les vieux, je suis trop vieux pour ces conneries. C'est un travail de design très léché, sur les véhicules, etc. Franchement, c'est super bluffant. Les couleurs sont plus là pour suggérer une ambiance que pour copier le réel, au détriment, je trouve, un peu parfois de la lisibilité. Ça plaira pas à tout le monde, mais c'est un choix audacieux pour une série de SF, et je trouve que déjà rien que d'avoir l'audace de pas partir sur quelque chose de très réaliste, très classique dans la SF, c'est plutôt une bonne chose. Au scénario, on est entre politique, conflits spatiaux, problèmes de cœur, trahison amicale. Il y en a pour tout le monde. C'est riche, mais c'est clair. Mais c'est riche. C'est une plongée dans les tomes précédents et une relecture, ça me semble un peu essentiel pour apprécier pleinement l'album. J'avoue, je suis perdu. Trop d'infos, je dois avoir trop de dés dans ma pile, trop de boulot dans la vraie vie. Je m'y retrouve plus vraiment dans mes mondes virtuels. J'ai eu envie d'aimer cet album. Je l'ai apprécié pendant la lecture. Hein. J'ai vraiment pris du plaisir à le lire. Mais mon cerveau, il a pas gardé grand-chose, en fait. À tel point que j'étais persuadé que c'était la fin de la série. Là, tu vois, quand je me suis replongé pour écrire la chronique. Et en préparant la chronique, je me suis rendu compte qu'en fait, non, il y a un tome 4 de prévu. J'étais très surpris. Je m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'était, je sais pas, dans ma tête, en finissant le tome, j'avais l'impression que c'était fini. Bref, un rendez-vous manqué pour moi, totalement. Oui, c'est triste. Et pour vous? Et pour vous? Alors, oui, non, et oui et non. Et oui. Et non. D'accord. On va essayer de remettre les questions dans l'ordre. Voilà, c'est ça. En fait, quand je l'ai pris, Naoé m'a fait oula, faut que tu relises les autres et tout machin, parce que moi j'ai dû les relire, j'y comprenais rien, j'étais perdu et tout. Mais... Bon, sauf que j'étais en mode bourrin, j'avais pas le temps de tout relire, donc j'ai lu le tome 3. Tu as vu ton retard sur la pile de lecture. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai tout rattrapé en une après-midi. Hein, mais bref, quoi qu'il en soit, une journée, pardon. Quoi qu'il en soit, je l'ai lu. J'ai finalement pas eu tant de mal que ça. Alors, non, j'ai eu beaucoup de mal à raccrocher les wagons. D'ailleurs, j'en ai presque pas raccroché. Parce qu'il y avait effectivement énormément d'informations à recoller ensemble. Mais par contre, étrangement, ça m'a pas gêné dans la lecture du tome 3. Je suis bien rentré dedans, je l'ai trouvé super intéressant. L'essentiel est revenu. Savoir qu'il y a un problème, elle est là, elle est coincée, et ça fout la grouille à l'extérieur parce qu'il y a énormément de choses qui se sont développées dans le monde physique basées sur le Bolshoi. Et du coup, ça a fait péter des bombes de partout. Enfin, des bombes pas forcément physiques, mais des bombes. Et voilà, j'ai
pas raccroché tout parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop d'informations, mais par contre ça m'a pas gêné la lecture. Et c'est pour ça que je dis, je suis d'accord avec toi, c'est bien, ça s'autosuffit, et en même temps je suis pas d'accord parce que quand même je suis passé à côté de plein de choses, j'en suis sûr. Comme toi, je trouvais que la fin pouvait être une fin. Ouais, ça pourrait. C'est le genre de fin que j'ai déjà vu. Ce genre de chute je trouve même la chute intéressante. Et après, voilà, ça reste sympa. Par contre, voilà, c'est quand même très, 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 très chargé, truffé d'informations de partout, des références dans tous les sens. Ce qui est une qualité, en soi. Mais... Ouais, enfin, non, trop, c'est trop, quoi. À un moment donné, au bout d'un moment, c'est quand tu vois que tout ce que tu rates, au bout d'un moment, tu te dis, bon, est-ce que c'était vraiment si utile d'en mettre autant ? Et pour moi, c'est le seul petit défaut, c'est qu'à un moment donné, justement, c'est peut-être un peu trop foisonnant. Alors, c'est rigolo. Ouais. J'ai pas du tout eu le même ressenti. Pour le coup, j'avais lu le 2e tome il y a fort longtemps. Et je me suis dit, effectivement, je vais être totalement paumé. Et de page en page, l'écriture a fait que ça m'a rappelé ça m'a rappelé ça m'a rappelé ça. Il n'y a eu aucun problème. Le petit ami, le fait d'être coincé dans le Bolchoï, la copine qui avait aidé déjà 12 000 fois et qui a mis sa vie entre parenthèses, les conglomérats qui ont explosé, qui sont tombés en bourse, les machins qui ont récupéré, on remonte des conglomérats, machin, les trafics d'influence, la politique au milieu, les émeutes. Tout est revenu, mais alors d'une limpidité, avec une facilité de dingue. Et justement, je trouve que ce 3e tome, c'est un tome où on fait une pause dans les actions, alors que le tome 2 était très action bourrin. Ce 3e tome, on pose au niveau action, et on pose les questionnements de la suite. Et on est dans une métaphysique à fond dans celui-là. Nouveau monde, nouveau questionnement, comment on fait pour protéger, comment se fait-il que le Bolchoï arrive à créer un monde, on va dire de sa propre initiative, mais avec des éléments qui ne correspondent pas aux éléments normaux. Inventer un nouveau langage qui ne fonctionne pas avec le traducteur universel, pas normal. Si le traducteur universel fait partie de la création du Bolchoï, il devrait connaître le langage. Voilà, des petits questionnements comme ça qui arrivent, un petit peu en drip-drop tout le long du scénar, mais qui arrivent sur des questions métaphysiques au niveau de la création d'un univers, et avec un univers qui prend la place du vrai univers. C'est la création d'un nouvel univers, mais qui est la nouvelle vie. En fait, la nouvelle vie se fait dans le virtuel et plus dans le réel. Là où c'est très intéressant, c'est surtout que ça se pose comme quelque chose d'assez précurseur sur les problématiques actuelles qu'on a autour de l'IA, qui sont très présentes à l'heure actuelle, et où c'est quelque chose. Le tome est sorti avant l'arrivée de ChatGPT, de tous ces dialogues-là, ouais. Et il tombe totalement un peu dans ces discours-là, et pour le coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est ça, et je trouve que c'est extrêmement bien mené. Je trouve que l'écriture vraiment de ce 3e tome est vraiment forte, parce qu'on n'est pas dans de la facilité de l'action bourrin comme dans le 2e où il y avait du fond, mais c'était quand même très, très orienté action, on fait plaisir au lecteur aussi, on y va à fond, quoi. Là par contre on prend son temps, on va rencontrer des choses, c'est très très calme au niveau du rythme. Ben moi je me suis régalé avec cette petite pause justement dans la narration, et je l'ai trouvé particulièrement réussi. Ah ouais, mais après, je suis assez d'accord avec toi, on raccroche les wagons. Pour autant, il y a quand même des détails qu'on a perdus. Oui, mais c'est pas grave, c'est une forme d'élagage. Oui, mais ça reste, je te dis, après moi, c'est au niveau de... C'est ça, c'est le genre de bouquin que tu vois que tu passes à côté de plein de petites choses. Et je trouve que c'est pas mal, mais pour le coup, c'est... Tu vois, ça faisait un peu trop, quoi. D'accord. Juste un peu trop. Mais après, ouais, pour moi, ça reste un bon bouquin. Ah oui, ça reste un très bon tome, hein. Bien réussi. Sur l'IA, tu parlais de l'IA. Juste une petite parenthèse, on en parlera sans doute lors d'une prochaine émission. Après tout, ça a eu l'occasion de faire des teasers. Le magnifique album qui s'appelle Not All Robots, que je vous recommande, qui vient de sortir chez Delcourt, de Marc Russell. Je ne sais pas si quelqu'un autour de cette table l'a lu, mais on en parlera dans une prochaine émission. Si entre-temps nos auditeurs veulent le découvrir, vous pouvez, c'est magnifique sur l'intelligence artificielle. Ok, et ben on va tout de suite passer à Jingle. Ouais, on va y arriver. Un œil sur The Marvelous Miss Maisel. Alors, la technique assure pas du tout. Du coup, je pense que je vais me mettre en grève. Voilà. Mauvaise foi, man est de retour. Oui, c'est moi.
On est nombreux. Hein. Oui, c'est une seconde nature. Donc, la fabuleuse, la merveilleuse Miss Maisel. Alors, je suis en impro, hein, j'avoue. J'ai pas les années exactes, c'est quoi, 50, 60 ? Ouais, ouais, je dirais 60. ça. Ouais, 60. 60. 50, fin 50, début 60. Voilà. Je pense. Hein. Et donc, on va suivre Joel Maisel et sa femme Midge Maisel. Très rapidement, on va laisser un peu de côté Joel pour ne suivre que Midge. Dans ses pérégrinations pour devenir humoriste. Je crois que voilà. C'est de la série type soap opéra, puisqu'il est énormément de questions d'histoire de vie, de problèmes du quotidien, de choses parfois très rigolotes et complètement aberrantes, en tout cas de notre point de vue des années 2020. Hein, parce que j'ai encore en mémoire la scène du lever le matin où elle va se pomponner. Sérieux. Elle attend qu'il s'endorme, elle va se démaquiller et elle se réveille avant lui pour se remaquiller, se recoiffer parce qu'il faut que la femme soit parfaite au réveil du mec. Oui, la scène est assez fantastique. Je suis tombé sur le cul et ma femme, elle était morte de rire. Elle a fait, bah ouais, ça se passait comme ça. C'est ridicule, ouais. Aujourd'hui, il y a des trucs différents qui se passent. Hein. C'est le mec qui se lève plus tôt pour aller se brosser les dents pour éviter de sentir le chacal. Mais bon, la première semaine. Il n'y a que Franck Dubosc qui fait ça dans ses sketchs et seulement au début de sa relation. Hein. C'est ça. Le premier matin, c'est tout. Pas le premier matin. Voilà, t'as les filtres Instagram pour avoir l'air nickel. Mais donc voilà, on a tout un tas de... Tout corps de bête. Qu'est-ce qu'il fout? Donc on a tout un tas de... Putain, j'avais pas les écouteurs, je l'ai raté. On a tout un tas de scènes comme ça qui sont tout à fait banales et qui en même temps sont hyper rigolotes parce que très très représentatives de comment on vivait donc dans les années 60 et qui n'ont plus vraiment de sens pour nous maintenant. Et donc voilà, le principe c'est que ils ont une vie bien rangée, ils font partie de la haute société new-yorkaise quand même, hein, bien logés dans un super quartier, super appartement. Les parents de Midge vivent à l'étage au-dessus. Les parents de Joël vivent dans un autre quartier. Lui, il est patron le père de Joël, donc est patron d'une boîte qui fait des vêtements. Il est dans le tissu. Ils sont tous juifs, hein, puisque c'est dans la communauté juive. Et Joël, lui, il a un super emploi dans une boîte qui travaille dans la finance, un truc comme ça. Ouais. Mais lui, il rêve de devenir humoriste. Et en fait, régulièrement, le soir, il va dans un bar, il essaie de choper un créneau pour jouer un sketch qu'il a répété. Et heureusement, Midge est là pour lui arranger le coup, parce que à chaque fois, il oublie d'appeler avant pour avoir son créneau. Enfin, c'est le petit truc. Et en fait... un jour, Joël craque. En fait, il est pas content de sa vie. Il y a un truc qui va pas, ça lui convient pas. Et puis, sur un espèce de coup de tête plus ou moins volontaire, il finit par lui dire en fait, non, je peux plus. Il faut qu'on se sépare. Alors attention, gros tabou, hein, le divorce à cette époque-là. Et puis chez les juifs, oula, c'est mal. Là. Et en fait, elle pète un plomb complet. Et du coup, elle va taper l'incruste dans le bar, complètement bourrée. Et là, elle fait un sketch de la mort qui tue. Elle monte même ses nibards. Du coup, elle finit en tôle. Et là, la tenancière du bar, qui est d'un milieu social complètement différent, voire carrément aux antipodes. Oui, tout petit peu différent, oui. La repère et lui trouve du génie. Et donc, son truc, c'est de devenir son agent et de faire de Midge Maisel une humoriste. Sachant qu'à chaque fois qu'une fille se présente dans ce genre de cabaret, la première question qu'on lui pose, c'est « Tu chantes ?» Voilà. Donc, il y a 4 saisons, 5 saisons, j'ai perdu le compte. 4. J'ai pas fini la 4e. 4 saisons. Et il y a Tony Shalhoub. Et il y a Tony Shalhoub qui est très, 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 très fort dans son rôle. Le personnage est juste magnifique. Et donc, voilà, on va suivre les pérégrinations de Midge et de toute sa famille et de sa belle famille par rapport à sa carrière. Ou non, ça a du mal. Il y a des hauts et des bas. Il y a des bons hauts, hein, et puis il y a des très 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 bas aussi. Hein. Et donc, c'est super plaisant à regarder. Il y a Jane Lynch aussi qui joue l'humoriste. Oui. Qui est excellente comme actrice. J'adore cette actrice, elle est excellente. Qui joue connue dans les personnages sont super bien campés. Ils sont super attachants, super crédibles. Sauf les décors. Voilà, donc je parlais des personnages. En fait. Non, oui, pardon.
Voilà. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que Et là, Guillaume est arrivé comme un pélican. voilà. Ouais, Thio, il a des phrases préenregistrées, comme Ok. ça, même quand il n'a pas de micro, il peut parler. Il s'éclate le petit garçon. Fisher Quoi Price. qu'il en soit, voilà, si vous avez envie de vous énerver devant l'écran en disant putain il est trop con, il mérite des claques, et ben allez-y parce que c'est plutôt bien joué et en tout cas c'est bien écrit, c'est vraiment c'est super, c'est très prenant. Voilà. C'est les Paladinos qui ont écrit la série, qui avaient fait une autre série avant, j'ai oublié le nom, qui paraît-il est très très bien aussi, sur une mère et sa fille qui vont se coincer dans un village aux États-Unis, qui paraît-il est très très bien. Et pareil, on sent un sens du dialogue qui est exceptionnel. Voilà, pour moi c'est ça. Oui, puis c'est encore une série qui pousse les choses. Encore une fois, on est sur la bonne date aujourd'hui pour parler de cette série. Parce que clairement, c'est compliqué pour elle. Alors, on subit pas vraiment d'inquiétude par rapport à son avenir. On n'a pas peur qu'elle finisse à la rue, parce que bon, il y a quand même d'un milieu relativement aisé. Ils ont quand même des moyens. Ils ont plusieurs contre, parachutes, ouais. Voilà, c'est ça, Golden Parachute même. Mais par contre, c'est entre ses aspirations, ses compétences et l'époque. Ça gouaille. Et puis elle aussi, elle se tire dans les pieds de longue, quoi. Marvelous Miss Maisel, elle a- c'est sur Prime Video. Parce qu'on est parti pour mais- partir mais- 2 heures, les gens. Ouais. On va passer à la suite. Ouais, je sais, la série est Ça grandiose. c'est le gros défaut d'ailleurs, Prime Video, bouh. Ah oui, c'est vrai, tu viens de... Non. Ouais, ça craint, mais bon, voilà. Bon, en attendant, c'était bien. Ouais, non, c'était bien. Ouais, c'est ça. Ça va, j'ai compris, je me ferme ma gueule. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Donc, T'as vu, ça fait bizarre. Non, mais t'as vu, il nous demande de faire des trucs et des Ouais, machins. mais tu le fais On bien. y va Tu tranquille, comprends. Non, mais sympa, à t'as encore l'improviste. 3 ans, Et puis sur pélican après. commence à tu parles et puis s'envoler. bah, ta Encore gueule, allez, trois c'est ans à bon. faire sur la ça, suite, allez, donc c'est faut bon. voir. Allez, Donc, ciao je les vous gens. l'avais promis, on arrive sur une fin. Tu peux lancer le truc une première fois si t'appuies sur le bouton. On avait dit Ça va pour lancer les le accents, truc. merde. Ah non, c'est pas celui-là qui va appuie sur appuyer. Tous les qu'est-ce boutons. qu'il a Ouais, il appuie sur tous les boutons sociaux. Ah mon T'appuies dieu, dessus, regarde. Ça attention. lance d'abord une première fois en son de fond, pas très très fort, pour qu'on puisse dire au revoir aux gens. Voilà, et on dit au revoir les gens, merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'est le moment de la vraie dernière surprise. Et tu appuies sur le bouton, le son il monte, on dit au revoir et on se tait. Au revoir les gens. Au revoir. Et on se tait. À la semaine prochaine. Et on se tait.